Nous en savons beaucoup sur ce qui se trouve à 3 et 5 kilomètres de profondeur. Cela n'est pas partagé avec le public, mais notre gouvernement, et probablement d'autres gouvernements, en savent long. Et si l'un des plus grands mystères de la Terre était caché à la vue de tous sous plus de 3 kilomètres de glace antarctique, alors que la plupart des gens voient l'Antarctique comme un continent gelé et sans vie. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait dissimuler quelque chose de bien plus extraordinaire. Après avoir passé plus de 40 ans à enquêter sur des phénomènes inexpliqués, Linda Moulton Howe affirme avoir rassemblé suffisamment de témoignages pour enfin s'exprimer sur l'un des mystères les plus controversés jamais liés à ce continent glacé. Avant de révéler ce que Linda Moulton Howe dit que les enquêteurs ont découvert, cliquez sur j'aime et abonnez-vous car certains mystères ne deviennent que plus fascinants à mesure qu'on s'approche des preuves. Selon les récits qu'elle a recueillis auprès d'anciens enquêteurs, de membres de la marine, de scientifiques et d'officiers du renseignement, plusieurs témoins ont décrit la même découverte stupéfiante. Une structure géométrique massive, enfouie profondément sous la glace de l'Antarctique, qui semblait construite plutôt que naturelle. Au fil de l'enquête, les récits sont devenus encore plus étranges, incluant des affirmations d'évacuation d'urgence, de blackout radio, de coordonnées classifiées et d'accords de confidentialité à vie. Aujourd'hui, à 81 ans, Linda affirme que ces témoignages sont tout simplement trop importants pour être ignorés. Que ces affirmations extraordinaires soient vraies ou non, elles ont maintenu en vie pendant des décennies l'un des plus grands mystères de l'Antarctique. L'homme sur la crête. C'était en 1982. Un ingénieur de vol de la marine dont Linda a protégé le nom jusqu'à ce jour effectuait un ravitaillement de routine entre la station McMurdo et un camp de recherche isolé au cœur de l'Antarctique. Quelque part au-dessus de la calotte glaciaire, une panne d'équipement a forcé l'équipage à atterrir plus tôt que prévu sur une crête exposée. Le vent frappait le fuselage. Les températures étaient si basses que la peau exposée brûlait en quelques secondes. C'était le genre d'endroit où l'on répare ce qui est cassé, puis on repart. Mais pendant que l'équipage travaillait aux réparations, l'ingénieur de vol a regardé au loin sur la crête et s'est arrêté. Quelque chose clochait dans le paysage. Sur une élévation lointaine, des formes brisaient l'horizon, des formes qui n'avaient pas leur place là. Elles étaient géométriques, symétriques, trop régulières, trop anguleuses, trop précises pour être des formations de glace. Il s'est approché assez près pour distinguer ce qui ressemblait au sommet d'une structure massive partiellement exposée là où le vent et le temps avaient dégagé la glace. C'était anguleux, c'était solide et c'était fait d'un matériau clairement pas naturel. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, la radio a grésillé. Retour immédiat à McMurdo. Aucune explication, aucune discussion. À l'atterrissage, des officiers du renseignement les attendaient. L'équipage a été séparé, interrogé individuellement et informé que leurs journaux de vol étaient désormais classifiés. Ils ont signé des accords de confidentialité supplémentaires et reçu une seule instruction, cela ne s'est jamais produit. Voici maintenant ce qu'il faut comprendre à propos de Linda Moulton Howe. Ce n'est pas une théoricienne du complot avec une chaîne YouTube. C'est une journaliste d'investigation primée aux Emmy Awards qui a passé plus de 40 ans à interroger du personnel militaire, des scientifiques et des responsables gouvernementaux. Elle a bâti sa carrière sur des preuves documentées, des références vérifiées et des sources pouvant être corroborées. Lorsque l'ingénieur de vol l'a contactée en 1998, à la retraite âgée de plus de 70 ans, et sachant que le temps lui était compté, elle ne s'est pas précipitée pour publier. Elle l'a interrogé pendant des heures. Elle a vérifié son dossier de service. Elle a confirmé ses références. Son récit incluait des coordonnées précises, des dates exactes et les noms des autres membres d'équipage présents lors de ce vol. Tout concordait, mais Linda savait qu'un seul témoin ne suffisait pas. Elle a donc classé son témoignage, n'en a parlé à personne et a attendu. Elle ne se doutait pas de ce qui allait suivre. Si cela vous donne déjà des frissons, abonnez-vous car la suite rend tout ceci presque anodin en comparaison. Le schéma. Au cours des 20 années suivantes, ils sont venus la voir un par un. Militaires, scientifiques, sous-traitants des personnes n'ayant aucun lien entre elles, qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui avaient été affectées à différentes bases, à différentes époques, racontant toutes à Linda des fragments de la même histoire impossible. Un géophysicien qui avait mené des relevés radars pénétrant la glace s'est assis face à Linda, la mâchoire crispée et la voix à peine audible. Il avait trouvé des cavités sous la glace, non pas de petites poches, mais des vides massifs, géométriquement réguliers, bien trop profonds et bien trop structurés pour être des grottes naturelles. Quand il a signalé ces données, le visage de son supérieur est devenu livide. Les relevés ont été classifiés en quelques heures. Toute son équipe a été réaffectée. Il n'a plus jamais revu ces données. Un membre d'un bataillon de construction de la marine CB a décrit avoir été déployé sur un site d'excavation classifié à des kilomètres de toute station de recherche officielle. Il n'y a eu ni briefing scientifique ni mission de carottage de glace, seulement du forage tout droit vers le bas.
et au fond du puits, il a vu quelque chose qui lui a retourné l'estomac. 10 structures métalliques des murs qui semblaient manufacturer des surfaces trop lisses, trop délibérées et trop parfaites pour être géologiques. Il les a fixées du regard et a pensé quelqu'un a construit cela. Un scientifique de la base argentine Esperanza a confié à Linda que les équipes de recherche extrayaient parfois des artefacts de carottes de glace datés de plus de 12 000 ans. Chaque fois, absolument chaque fois, du personnel militaire arrivait confisquer les échantillons et les faisait disparaître. Pas de registre, pas de rapport, pas d'article publié, rien. Un pilote effectuant des missions à travers le continent a décrit une zone d'exclusion aérienne qui ne figurait sur aucune carte publique, une zone entièrement restreinte où les vols civils étaient interdits et où les vols militaires exigeaient des niveaux d'habilitation que presque personne ne possédait. Lorsqu'il a demandé à un supérieur ce qui se trouvait là-dessous, la réponse a été brève. Recherche sensible, arrête de poser des questions. Aucune de ces personnes ne se connaissait, aucune n'avait eu accès aux autres entretiens de Linda, mais chaque témoignage menait à la même conclusion. Quelque chose d'ancien et de structuré était enfoui sous la glace antarctique, et plusieurs gouvernements en avaient connaissance. Linda, assise devant tous ces récits étalés sur son bureau, a ressenti le poids de ce qu'elle détenait. Ce n'était pas une seule histoire, c'était un schéma qu'elle ne pouvait ni ignorer, ni encore prouver. Mais alors quelqu'un l'a contactée et tout a changé. Le témoignage qui a tout changé. C'était en 2016. Linda A. a reçu un message de quelqu'un qu'elle décrira plus tard comme la source la plus crédible qu'elle ait jamais interrogée de toute sa carrière. C'était un officier retraité du NORAD, disposant d'une habilitation classifiée, qui avait participé à une opération en Antarctique au début des années 2000, une opération qui n'apparaît dans aucune archive publique. Son identité est celle que Linda a protégée avec la plus grande vigilance. Quand il a commencé à parler, Linda s'est tue, car ce qu'il décrivait ne venait pas simplement s'ajouter aux témoignages précédents, cela les reliait entre eux. Chaque récit isolé, chaque fragment, chaque détail inexpliqué recueilli en 20 ans d'entretien s'est soudainement emboîté comme les rouages d'une machine. Selon son récit fondé sur ce qui lui avait été communiqué et sur ce qu'il avait personnellement constaté, sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, à une profondeur d'environ 3 km se trouvent plusieurs structures d'origine artificielle. Zoa ne sont ni des anomalies géologiques, ni des formations de glace, ni rien de ce qu'on trouverait dans un manuel de géologie. Ce sont des structures construites par quelqu'un conçu avec intention et précision, et elles sont anciennes, bien plus anciennes que la glace qui les a enfouies. Elles précèdent la dernière ère glaciaire, ce qui signifie qu'elles ont été construites à une époque où l'Antarctique était un continent vert et tempéré, avec des rivières et des forêts, il y a plus de 12 000 ans. Laissez cela s'installer un instant, plus de 12 000 ans. Cela remonte à des milliers d'années avant Sumer, des milliers d'années avant la première dynastie égyptienne, avant toute civilisation que nous ayons jamais qualifiée d'ancienne. Il a raconté à Linda que ces structures avaient été détectées pour la première fois dans les années 1940 lors de l'opération High Jump, la vaste expédition antarctique de 1946-1947, dirigée par l'amiral Richard Byrd. Officiellement, la mission visait à établir des bases de recherche et à entraîner du personnel aux conditions polaires. La réalité classifiée selon cette source était tout autre. Des relevés sismiques avaient détecté des anomalies profondément sous la glace que personne ne pouvait expliquer et dont personne n'était censé parler. Et voici la partie qui devrait vous glacer le sang. Depuis lors, pendant plus de 7 décennies, les États-Unis, la Russie et plus récemment la Chine ont mené des opérations de récupération secrètes à travers l'Antarctique. Non pas de la recherche, mais des fouilles archéologiques et des récupérations technologiques menées entièrement à l'écart des programmes scientifiques publics opérant sous le traité sur l'Antarctique. Les structures, a-t-il dit à Linda, ne sont pas petites. Ce n'est pas un simple avant-poste. Ce qui a été découvert ressemble à un vaste complexe urbain avec des bâtiments, des infrastructures et une technologie suggérant une civilisation si avancée qu'elle remet en question toutes nos hypothèses sur l'histoire humaine. Certaines zones sont accessibles via des grottes de glace naturelles formées par le déplacement des glaciers. D'autres sont atteintes grâce à des opérations de forage déguisées en recherche scientifique de routine. Et la technologie extraite de ces structures, portez-y bien attention, certaines d'entre elles fonctionnent encore. Tout n'est pas compris, mais des dispositifs fonctionnels ont été récupérés et sont actuellement étudiés dans des installations classifiées. Linda a posé la question que tout journaliste poserait, prouvez-le. L'officier lui a fourni des coordonnées. Il lui a fourni des documents internes caviardés mais montrant des désignations de projets classifiés correspondant exactement aux emplacements qu'il avait décrits, et il lui a donné des noms d'autres personnels impliqués dans ces opérations, des gens qu'elle pouvait retrouver, des gens qu'elle pouvait appeler. Mais ce à quoi Linda ne pouvait s'empêcher de penser, c'était au silence qui régnait dans son propre esprit.
Vingtans de témoignages épars venaient de se transformer en une seule histoire. Et cette histoire était plus grande que tout ce qu'elle avait jamais enquêté auparavant. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que le témoignage le plus troublant restait à venir. Ce qu'ils ont trouvé. Un sous-traitant militaire, ayant travaillé sur une opération de forage classifiée en 2003, a accepté de parler à Linda, mais uniquement parce qu'il était mourant. Son cancer était en phase terminale et il ne pouvait pas emporter ce qu'il avait vu dans la tombe. Il a décrit être descendu dans un puits de glace forêt pour accéder à ce que son briefing appelait une anomalie géologique. La descente était lente. La plateforme grinçait sous son poids s'enfonçant peu à peu dans le puits. La lumière du jour au-dessus s'est réduite à une pièce brillante, puis à rien. Les parois étaient de glace blanche veinée de bleu sans aucun relief. Le froid était total. Les seuls sons étaient le ronronnement du treuil et sa propre respiration résonnant contre les parois du puits. Puis, à plus d'1,5 kilomètre de profondeur, quelque chose a changé. La glace s'est arrêtée. Pas progressivement, elle s'est arrêtée net. Les parois sont devenues lisses, presque métalliques, une surface au léger éclat qui accrochait le faisceau de sa lampe frontale. Une surface qui n'avait rien à faire à 1,5 kilomètre sous la calotte glaciaire antarctique. La température semblait différente. L'acoustique aussi avait changé. Même l'air avait une qualité différente comme le passage d'une pièce à une autre. Il est descendu de la plateforme dans une cavité qui n'était clairement incontestablement pas naturelle. L'espace s'ouvrait autour de lui. Il était immense. Il y avait des inscriptions sur les murs, des symboles et des motifs géométriques différents de tout système d'écriture que quiconque de son équipe avait jamais vu. L'équipe se tenait en silence, les lampes torches, perçant une obscurité qui n'avait pas été dérangée depuis des milliers d'années. Et alors, il l'a vu encastrée dans le mur du fond, une porte, non pas une fissure, non pas une brèche, une entrée construite, encadrée et délibérée, menant plus profondément encore. C'est Tremblant. Il sentait son pouls dans ses oreilles. L'équipe n'était pas autorisée à aller plus loin. Cela exigeait un niveau d'habilitation qu'aucun d'eux ne possédait, mais il a observé des scientifiques et du personnel militaire équipé de matériel spécialisé se préparer à entrer. Il se déplaçait avec l'efficacité calme de gens qui avaient déjà fait cela auparavant. Il a été renvoyé à la surface. On lui a versé une prime substantielle. Il a signé un accord de confidentialité menaçant de poursuites pénales et il a porté en silence ce qu'il avait vu pendant des années jusqu'à ce que son diagnostic de cancer rende le secret dérisoire. Il a dit à Linda, « Les gens devraient savoir que nous avons trouvé quelque chose là-dessous, quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire. » Écoutez maintenant ce que l'enquête de Linda a révélé d'autre car les témoignages ne se sont pas arrêtés là. Elles se sont accélérés. Un analyste d'images satellites lui a confié avoir observé certaines coordonnées antarctiques être numériquement effacées des données publiques, non pas simplement réduites en résolution, mais activement dissimulées, floutées et effacées. Il avait vu les images originales avant traitement des formes rectilignes et des formations qui semblaient être construites. Il était assis à son bureau fixant des structures qui n'auraient pas dû exister, et lorsqu'il en a fait part à ses supérieurs, on lui a répondu que ces zones étaient soumises à des protocoles d'accès spéciaux et que cela ne le concernait pas. Un scientifique des matériaux, ayant brièvement analysé des échantillons issus d'opérations de récupération en Antarctique, a décrit des alliages ne correspondant à rien dans aucune base de données connue. La résistance à la corrosion dépassait toutes les échelles. Les rapports résistance-poids semblaient impossibles et les signatures de fabrication ne pouvaient être reproduites par la technologie actuelle. Un coordinateur logistique du programme antarctique de la NSF a découvert des manifestes d'équipements ne correspondant à aucune mission de recherche connue, des outils d'excavation industrielle, des conteneurs de transport scellés escortés par des militaires armés et des expéditions acheminées via des circuits du département de la Défense entièrement à l'écart de toute supervision scientifique. Chaque nouveau témoin ajoutait quelque chose de plus troublant que le précédent. Des symboles gravés dans les murs qu'aucun linguiste dans aucune équipe n'a pu déchiffrer. Des équipements électroniques devenant fous à proximité de certains sites d'excavation avec des instruments s'affolant et des relevés grimpant en flèche à cause d'interférences électromagnétiques sans source identifiable. Et puis vint l'affirmation qui a ébranlé tout le réseau de Linda. Plusieurs sources ont confirmé indépendamment les unes des autres que des artefacts récupérés avaient été transportés vers des installations classifiées aux États-Unis, non pas pour être étudiés, mais pour être rétroconçus. L'image n'était plus fragmentaire. Elle était immense et elle criait pour être racontée. Mais la raconter signifiait risquer tout ce que Linda avait bâti en 40 ans. Le silence. En 2020, Linda disposait de plus de 15 témoignages crédibles de coordonnées vérifiées de noms et d'affiliations confirmées, un ensemble de preuves qui, pris dans leur globalité, pointaient vers l'un des secrets les plus lourds de conséquences de l'histoire moderne. Et alors ces sources ont commencé à mourir l'une après l'autre.
Les personnes qui lui avaient confié les secrets les plus dangereux de leur vie voyaient leur temps s'épuiser. L'ingénieur de vol de la marine, l'homme du pont, celui qui avait tout déclenché avec un appel téléphonique en 1998, est mort en 2019. Linda a appris la nouvelle et l'a accueillie en silence. Puis l'officier du NORAD, sa source la plus importante, l'homme dont le seul témoignage avait relié 20 ans de récits épars en une image stupéfiante, est mort en 2022. D'autres déclinèrent rapidement, alités en soins palliatifs, la mémoire s'effaçant. Et Linda, désormais octogénaire, a compris quelque chose avec une clarté brutale. Elle devenait la dernière personne vivante à détenir l'ensemble de ces témoignages, le dernier fil reliant les témoins au monde. Cette prise de conscience l'a transformée. Elle ne l'a pas seulement motivée, elle l'a terrifiée. Car si elle attendait plus longtemps 25 ans d'enquête, le travail d'une vie de plusieurs hommes mourants, ayant choisi la vérité, plutôt que le silence, disparaîtrait comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Elle a déclaré lors d'un entretien en 2023 avoir réalisé que si elle ne racontait pas cette histoire dans son intégralité, avec tous les détails et toutes les sources qu'elle pouvait raisonnablement nommer, alors elle disparaîtrait. Ces hommes lui avaient fait confiance. Elle a la responsabilité de veiller à ce que leurs témoignages survivent. Fin 2023, elle a commencé à rassembler ce qu'elle appelle le rapport antarctique complet. Chaque témoignage, chaque coordonnée, chaque nom d'opération, chaque élément de preuve rassemblé au cours de 25 années d'enquête. Début 2021, Hélène a publié des extraits sur Earth Files. Elle a publié des coordonnées précises là où des témoins avaient signalé des structures exposées ou des points d'accès souterrains. Elle a partagé des documents déclassifiés de l'opération High Jump avec des passages caviardés, laissant entrevoir des objectifs allant bien au-delà de simples stations de recherche. Elle a présenté des transcriptions de témoignages anonymisés avec suffisamment de détails sur les qualifications pour établir leur crédibilité. Elle a compilé des images satellites montrant une dissimulation artificielle de données exactement dans les zones identifiées par ses sources. Et elle a lancé un défi direct. D'autres nations disposent de satellites, des chercheurs indépendants ont des radars pénétrant la glace, des scientifiques travaillent sur ce continent chaque jour. Si ces témoignages sont vrais, les preuves sont là. Elle a dit au monde où regarder. Voici maintenant la partie qui m'empêche de dormir la nuit. La réponse de chaque gouvernement impliqué a été identique, un silence total absolu. Aucune correction, aucune poursuite judiciaire, aucune accusation, aucune déclaration officielle, d'aucune sorte. Rien. Juste un silence si complet qu'il en paraissait délibéré parce qu'il l'était. Pensez-y. Une journaliste d'investigation chevronnée accuse publiquement plusieurs gouvernements mondiaux de mener depuis 70 ans une opération de dissimulation impliquant des structures anciennes et une technologie récupérée sous la glace antarctique. Et pas un seul gouvernement ne dit un mot. Pas une cellule démentie, pas un seul communiqué de presse la qualifiant de fiction. Linda affirme que ce silence constitue la confirmation la plus éclatante qu'elle aurait pu recevoir. Si elle mentait, la discréditer serait facile. Une seule déclaration officielle y mettrait fin. Mais répondre à son enquête impose un choix qu'aucun gouvernement ne veut faire. Soit confirmer ce qu'elle révèle, soit expliquer pourquoi des dizaines de militaires et de scientifiques crédibles inventent tous, indépendamment les uns des autres, la même histoire. Alors ils ne disent rien. Et le silence résonne de plus en plus fort. Des chercheurs indépendants ont commencé à creuser. 10 analystes amateurs d'images satellites ont examiné ces coordonnées et signalé des anomalies. Des scientifiques ont soumis des demandes de données radar historiques pour les zones qu'elle avait identifiées. La plupart des demandes ont été refusées, ces données géologiques étant classifiées comme relevant de la sécurité nationale pour un continent censé être dédié à la recherche scientifique pacifique. Une ancienne employée d'une station antarctique s'est exprimée publiquement pour appuyer les affirmations de Linda, déclarant ce que quiconque ayant travaillé longtemps sur ce continent sait déjà. Il existe des zones où l'on ne va pas des questions que l'on ne pose pas, et des opérations militaires classifiées sans rapport avec la science, se déroulant juste à côté des programmes de recherche visibles du public. Les implications. Ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas simplement l'idée que quelque chose d'inhabituel pourrait se trouver sous l'Antarctique. C'est ce que cette possibilité pourrait signifier pour notre compréhension du passé. Si même une petite partie de ces affirmations était un jour étayée par des preuves, cela pourrait soulever de nouvelles questions sur l'histoire de la civilisation humaine et sur la façon dont le savoir a évolué au fil du temps. Selon Linda Moulton Howe, beaucoup de personnes l'ayant contactée au fil des ans étaient d'anciens militaires scientifiques sous-traitants et responsables du renseignement. Elle affirme qu'ils ont décrit des structures inhabituelles, des technologies inexpliquées ou des activités classifiées liées à l'Antarctique. Beaucoup seraient restés silencieux pendant des décennies
par crainte de conséquences professionnelles, de restrictions légales ou simplement de ne pas être crue. Linda dit avoir passé des années à recueillir des témoignages, à enquêter sur le passé de ses témoins et à préserver leurs récits. Elle a déclaré rassembler ces témoignages dans un documentaire et avoir déposé des copies de ses recherches auprès de plusieurs institutions afin d'en assurer la préservation. Elle insiste sur le fait que son objectif n'est pas de demander aux gens d'accepter chaque affirmation sans esprit critique, mais de les encourager à examiner les témoignages de façon critique et à se forger leur propre opinion. Bien que de nombreux témoins soient depuis décédés, elle estime que leurs récits méritent d'être entendus et évalués. Le plus grand mystère cependant reste entier. S'il y a réellement quelque chose d'inhabituel sous l'Antarctique, de quoi s'agit-il? Ces récits reposent-ils sur des événements mal compris, des histoires exagérées ou des découvertes qui n'ont pas encore été vérifiées? Tant que des preuves plus solides n'émergeront pas, ces questions demeurent ouvertes. Quelle que soit la vérité, le mystère de l'Antarctique continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec tous ceux qui aiment l'histoire cachée, les mystères anciens et les découvertes inexpliquées.